mec, qu'est-ce que tu ferais si t'avais une énorme paire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais si t'avais vraiment genre la détermination? Bah t'irais à San Francisco. Ça n'a rien à voir. Comparer la télé et TikTok, c'est comme comparer le thé à la menthe et la cocaïne. Et d'ailleurs, moi j'interroge tous les gens et je leur dis, est-ce que vous pensez que dans 5 ans, votre business il existera encore? Et si la réponse est non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire quelque chose? Et depuis que j'ai fait ça... Attends, tu débites. Greg, tu viens de sortir 3 dingueries là d'un coup. Et là, la dernière, t'as dit que t'as rencontré un Russe. Non, je me suis battu contre un Russe de 2 mètres en boxe taille, en combat de boxe taille en Thaïlande dans un bar qui organisait des combats de boxe taille amateurs. 9 heures de décalage, jet lag, juste pour être avec toi, Greg. Check-moi ça. Yes. T'exagères un petit peu, mais... Non, du coup, Anis, il m'a contacté, il m'a dit, mec, je regarde tes vidéos YouTube et tout, c'est trop cool ce que tu fais. J'ai vu que t'avais arrêté de faire des vidéos. Je lui ai dit, ouais, mec, j'ai pas le temps. Il m'a dit, écoute, je viens, je te mets 2 caméras, je te prends 30 minutes, t'as aucune raison pour pas les faire. Et en plus, je suis avec toi, je lui dis, bon, allez, ok, vas-y, on essaye. Donc, on va voir si ça vous plaît. Voilà, on essaie vraiment de me prendre 30 minutes maximum. Donc, ça me prend encore moins de temps que faire mes vidéos tout seul où c'était plutôt 30 à 45 minutes. Bien sûr, je vais pas en faire tous les jours, hein. Désolé, j'arrive pas à tenir le rythme, là, il y a juste trop de taf. Mais du coup, je suis chaud de voir si ça vous plaît, ce que ça donne. Et du coup, Anis, tu m'as dit que tu avais plein de questions pour moi et que tu avais regardé tous mes commentaires YouTube pour curater les questions. Donc, on va essayer d'y aller en mode efficace. Let's go. Non, je suis chaud. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de questions qui reviennent sur YouTube, sur ton compte. Et d'abord, la première, beaucoup te posent la question, qu'est-ce que tu fais ici à SF? C'est quoi ta boîte? Qu'est-ce que tu fais avec OnlyDust? Et puis on développera aussi sur les autres si tu... Bon, très rapidement, OnlyDust, c'est une plateforme pour la collaboration open source. En gros, on veut créer AI Native Collaboration. Donc, si aujourd'hui on devait collaborer dans l'open source à l'ère de l'AI, qu'est-ce qu'on ferait? Et du coup, on essaie de faire cette plateforme. Et donc, en gros, aider les gens qui veulent contribuer à l'open source à trouver le bon projet, aider les gens qui gèrent des projets open source à trouver les bons contributeurs, aider les sponsors qui aujourd'hui financent l'open source à savoir comment financer, qui, comment. Et tout ça à l'ère de l'AI et du code généré. Et du coup, ça a créé plein de problèmes, en fait. Le fait qu'il y ait de l'AI maintenant, c'est des super opportunités, mais c'est aussi plein de problèmes. Et c'est ça qu'on essaie de régler. Et voilà, on a monté la boîte il y a 3 ans. Au début, on a voulu régler le problème de la collaboration open source en mettant tout on-chain. Ça n'a pas marché. Après, on s'est dit que le problème, c'était le funding, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait plus d'argent pour l'open source. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas la motivation principale et que c'était une mauvaise façon de l'approcher. Et là, du coup, on a vraiment fait SPAF beaucoup plus gros. Et au début, on était vraiment sur l'open source blockchain, ce qui correspond à 0,1% des devs. Mais comme tout est open source par défaut, c'était un bon move. Et là, on vient d'ouvrir à l'open source dans sa globalité. Bon, j'ai pas envie d'en parler beaucoup plus parce que c'est pas le fait de faire un podcast sur la promotion, mais voilà. Et après, pourquoi je suis venu à SF? En vrai, au début, j'ai rationalisé. Je me suis dit, ouais, je viens pour la boîte, je viens pour lever de l'argent. En fait, la vérité, c'est que j'ai 3 regrets dans la vie. Le premier regret, c'est que j'avais arrêté en 2014, j'ai fait une grosse course en trail et je m'étais blessé. Et j'arrêtais pas de me blesser et du coup, j'avais arrêté de faire du sport. J'étais devenu un flanc, quoi. Juste, je marchais tous les jours, mais c'est tout. Donc, je gardais une forme de base, mais très faible. C'est resté comme ça pendant combien de temps? Pendant 8 ans. Et à un moment, je me suis dit, mec, t'as 30 ans et t'es en mode... Et je disais à tout le monde, non, mais à l'époque, en 2014, je me disais, putain, le mec, il a 30 ans, il parle de 2014. Ouais. Du coup, je me suis chauffé, je me suis inscrit à un ultra et j'ai fait un 180 km en 4 jours avec 12 000 mètres de D+. J'avais un autre regret dans la vie qui était... Putain, en fait, avant, j'étais connu sur LinkedIn, mais c'était pas... Tout le monde me parle de LinkedIn, de mon contenu. Du coup, j'ai lancé une chaîne YouTube. Et le troisième truc, c'était... Mec, ta vie aurait été tellement différente si tu t'étais bougé, sorti du cul, que t'étais allé à San Francisco. T'aurais appris à parler anglais. Et j'arrêtais pas de dire à tout le monde, mais t'imagines, si j'étais à San Francisco pour mon premier taf, imagine. Et j'arrêtais pas d'en parler. Je me disais, mec, qu'est-ce que tu ferais si t'avais une énorme paire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais si t'avais vraiment, genre, la détermination? Bah, t'irais à San Francisco. J'en ai parlé à ma femme. Ma femme m'a dit, même ma femme c'est une tarée. En fait, ma femme, à chaque fois je lui propose un truc débile, elle me dit oui. Tu vois, j'ai dit on fait un tour d'Europe en tandem, elle m'a dit vas-y, let's go. Et là, elle m'a dit vas-y, on fait le tour des États-Unis en train. Je lui dis vas-y, on y va. En fait, on se challenge mutuellement. Chacun individuellement, on ferait pas ça, mais ensemble on le fait. Elle a quitté son taf et on est arrivé ici. Je connaissais 2 personnes. Je suis arrivé ici, je connaissais 2 personnes, dont un qui me souvenait pas de moi et l'autre qui m'a jamais répondu à mes emails depuis. Donc gros réseau. Et juste je suis arrivé là et en fait c'était... Et maintenant j'ai plus de regrets, quoi. Et en fait j'avais besoin de me transformer, j'avais besoin de laisser ces regrets derrière moi pour devenir la personne que je voulais être. Mais c'est pour ça que je suis à SF. Et j'ai essayé de rationaliser ça en mode c'est bon pour la boîte, c'est bon pour mes V6. Mais en fait la vérité c'est que j'avais un regret et je voulais pas vivre avec ça. Un jour j'ai décidé que si j'avais envie de faire quelque chose... Tu sais, des fois t'as cette envie quand tu regardes... tu vois, t'as un spectacle et les mecs disent qui est volontaire.
Et en fait, t'as envie de le faire, mais tu le fais pas, tu te lèves pas parce que t'as peur, tu vois. Et je me suis promis qu'à chaque fois que j'aurai ce sentiment dans la vie, et ce sentiment-là, pas juste dans une salle de spectacle, mais j'ai envie d'aller à SF, mais j'ai peur, donc j'y vais pas, tu vois. En fait, c'est l'équivalent du mec qui ose pas se lever, bah j'irai. Et tu vois, même une fois, j'étais à un combat en Thaïlande, il y avait un russe énorme qui cherchait un adversaire en boxe thaï. Et sur là, je me suis dit, vas-y, j'ai envie, je me suis levé, j'y suis allé, tu vois. Et depuis que j'ai fait ça. Attends, tu débites. Greg, tu viens de sortir 3 dingueries là d'un coup. Et là, la dernière, t'as dit que t'as rencontré un russe. Non, je me suis battu contre un russe de 2 mètres en boxe thaï, en combat de boxe thaï en Thaïlande dans un bar qui organisait des combats de boxe thaï amateurs. Il m'a mis KO en 34 secondes. 34 secondes? Ouais. Moi, j'ai un pote qui a la vidéo, on l'a regardé, dire 34 secondes entre le gling gling et la fin. 34 secondes. Mais du coup, mais c'est ça. Et San Francisco, quand je suis venu ici, je savais pas si j'avais une chance ou si j'allais être KO en 34 secondes, tu vois. Mais je me suis dit, ça vaut le coup. Bon, après, dans ce combat, j'ai perdu j'avais des bouts de dents dans la bouche à la fin, c'est pas hyper agréable. Donc, faites attention quand même quand le mec fait plus de 120 kilos et 2 mètres, faut se méfier. Mais mis à part ce léger détail, j'ai jamais regretté de me lever pour le faire. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon ultra, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé sur YouTube. Même si c'était challenging YouTube, hein. Il y a des gens qui m'ont dit ah ouais mais pour toi c'est facile. Franchement la première vidéo je me suis dit est-ce que les gens vont aimer ce que je fais? Est-ce que je vais encore me prendre des putains de retours comme sur LinkedIn où les gens me disent ah t'es cringe, ah mais t'apportes bad value, ah mais t'es full of shit, ah mais en fait tu racontes de la merde aux gamins. C'est plein de retours que j'ai et je me suis dit est-ce que je vais me faire démolir? Et en fait les gens ils m'ont dit putain mec t'apportes de la value, vas-y continue. Bon là j'ai trop de taf mais ça m'a donné de la force et je me suis dit je peux être cette personne. Je peux être ce mec qui fait du bon contenu pour les entrepreneurs et qui me regarde dans la glace et qui me dit bah ce que tu fais c'est cool, tu vois. Pas juste un mec qui tweak l'algo, qui rend les gens fous et qui fait plein de reach. Voilà. C'est bon ça. J'essaie de parler le plus vite possible parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en x2, ça me vexe de ouf. Du coup, j'aimerais bien qu'ils m'écoutent en x1,5. Ok, cool. Mais tu vois là ce que tu as évoqué sur la partie, tu vois, tu as donné un super exemple quand tu dis voilà, quand il y a une personne dans la salle qui dit qui veut participer. Et moi personnellement, tu vois, ce que je ressens parfois, c'est que je me dis tiens, j'aurais dû lever la main, mais surtout quand je vois la personne qui s'est levée, je me dis putain, genre sérieux, j'aurais vraiment pu faire mieux. Ouais. Et je pense qu'il est là le regret, il est le regret de voir quelqu'un d'autre le faire à ta place. Donc si tu fais pas toi, il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Maintenant, comme tu as dit, il y a des risques aussi parfois, tu vois. Mais c'est l'entrepreneuriat. J'ai vu tellement de gens monter des boîtes et je me suis dit mais le mec tu lui parles et en fait il y a un truc quand t'es pas entrepreneur, c'est que t'as l'impression que tous les gens qui montent des boîtes c'est des machines, ils ont 150 de QI, ils sont hyper smart, ils sont ouf et tout. Et la vérité c'est que le jour où tu montes ta boîte en fait tu vois tous ces gens faire des trucs et tu dis ils sont pas si ouf, ils sont pas si ouf, ils sont pas si ouf. Et t'as des regrets. Mais en fait juste monte ta boîte en fait. Ouais. Si tu trouves que les gens qui réussissent ils sont pas si ouf, monte ta boîte. Et si tu penses que les gens ils sont si ouf et qu'en fait t'as aucune chance, parle-leur mec. Parce que quand tu vas leur parler, tu vas te rendre compte que tu peux le faire. Et c'est mon VC, Pierre Entremont, qui une fois il m'avait motivé, m'a envoyé une boîte, le profil LinkedIn d'un mec qui a une boîte à 40 milliards. Il m'a dit ce mec, il est pas meilleur que toi. Et je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois. Il m'a dit il est pas meilleur que toi, mais il a réussi à monter ça, donc qu'est-ce que t'attends pour faire un truc de ce niveau-là, tu vois. Il venait d'investir dans la boîte, je me suis dit putain. Il a senti qu'ils avaient un syndrome de l'imposteur. Et donc ouais, il y a ce double effet. Il y a les gens qui rencontrent les gens qui ont réussi et qui se rendent compte qu'ils sont pas si ouf et qui sont dans leurs regrets. Et il y a les gens qui croient que les gens ouf, ils sont différents d'eux et qui essayent même pas. En fait, la vérité, c'est qu'il faut rencontrer ces gens-là, se rendre compte qu'on peut le faire et puis se sortir le doigt du cul, quoi. Parce qu'en fait, c'est dur. C'est dur. Et qu'on voit les gens qui réussissent, mais on voit pas tous les gens qui échouent. Voilà. C'était mon take là-dessus. Right. J'essaie de faire des trucs rapides. On m'a dit que il fallait parler vite et il fallait apporter de la value, sinon les gens ils partaient. Donc. Troisième question pour toi. Moi, j'aimerais te demander comment tu fais pour. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est le manque de. C'est l'impro. Et on coupe pas au montage, on a dit. Ok, ça rajoute de la difficulté. Vas-y. Ok, dis-moi. Donc, je t'ai posé une question tout à l'heure en fait, et tu m'as dit que t'étais pas la bonne personne pour en parler. Tu dis parle-moi du futur. Ah ouais, tu m'as dit 2030. Tu m'as dit. Mais moi 2030, je m'en bats les couilles. En fait, moi le futur, je suis nul. On a fait une expérimentation avec mon cofondateur. Ouais. Quand on a lancé cette boîte il y a 3 ans, on a mis sur papier les défis qu'on allait avoir, notre vision, ce qu'on voulait faire avec une stratégie. Moi, je l'avais fait de mon côté pour le vendre au VC. D'ailleurs, ça n'avait pas très bien marché, cette vision-là. Et mon cofondateur l'avait fait de son côté sur la partie produit. Mais tu sais, genre... Et on est retombé sur ces docs. Il y a genre 2 mois. On a lu ces documents. On a lu mon doc. Dans toutes mes prévisions, dans tout ce que j'avais prévu sur les enjeux de la boîte, sur le futur du travail, etc. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien. Le doc, on se dit, mais c'est un gosse de 4 ans qui l'a écrit. Genre, le mec, il est nul.
On a lu le doc de mon co-founder. Y a pas. Au début, j'ai cru qu'il y avait une erreur dans la date. Je lui ai dit, mais tu l'as écrit la semaine dernière, ce doc. Genre, t'as fait un historique. Vraiment, j'ai bugué. Parce qu'en plus, c'était le mois 3 ans avant. Donc au début, j'ai dit, il y avait une erreur dans Notion. Il m'a dit, non, je l'ai écrit à 3 ans, ce doc. Le mec, il avait tout vu. C'est pas mon cofondateur. Et du coup, maintenant, j'ai décidé que le futur, c'était pas pour moi. Que j'étais très mauvais à tirer des tendances, à comprendre. Par contre, que j'avais un cofondateur qui était un génie pour ça. Donc, du coup, moi, mon taf, c'est les 6 prochains mois. Et quand j'ai besoin d'aller voir un oracle, je vais voir mon co-founder et je lui dis, mec, j'ai besoin de ton avis là-dessus. Et d'ailleurs, ça commence toujours pareil. Je lui pose une question. Il me dit, je sais pas. Je laisse un grand blanc. Et au bout de 30 secondes, il me dit, après. Et là, il me fait une masterclass. Et là, je prends des notes, je récap, je lui donne. Et généralement, après, il me le corrige. Et je fais ça sur tous les sujets importants pour la boîte. Et c'est du coup cette vision-là que je vais porter quand je vais voir des investisseurs, etc. ou des clients. Mais en gros, moi, j'ai compris que j'étais pas bon pour le futur. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pas bons pour le futur. Moi, je suis bon pour être ambitieux. Je suis bon pour lui dire on peut faire plus. Tu vois, c'est drôle parce que quand il me parle du futur, il a toujours raison. Mais quand je lui dis ce futur-là, on peut l'influencer, ce futur-là, on peut le construire. Lui va avoir tendance à voir tellement tous les paramètres qu'il va dire ah je suis pas sûr. Alors que moi je dis vas-y let's go. Par contre si tu me laisses penser au futur, le truc c'est que moi je vais faire une boîte qui sert à que dalle quoi. Donc il faut savoir à quoi vous êtes bon et moi je suis fort à être ambitieux, je suis fort à trouver des gens qui sont forts et je suis fort pour poser des questions et mon cofondateur il est juste fort à prédire ce qui va se passer quoi. Et trouver un mec ou une nana qui est complémentaire quoi. Et franchement si vous êtes nul à prédire le futur, essayez pas, j'ai l'impression que c'est pas un truc qui s'apprend. Non, nice, ok. On va parler aussi de l'IA. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse super beaucoup. Et on va parler aussi de comment aujourd'hui l'IA, elle s'intègre à plein de solutions différentes. Et surtout, j'ai vu un truc qui est passé là dernièrement, c'est que il te parle de l'IA un peu comme quand les développeurs commençaient à sortir des applications ou des sites internet pour des téléphones. Et en fait, l'exemple, c'est qu'ils pensaient la solution avec ce qu'ils avaient déjà. En gros, quand tu voulais faire une application, tu reprenais juste un site internet que tu intégrais à un téléphone. Ouais. Or, tu as des fonctionnalités qui sont sur le téléphone qui ne sont pas sur un site internet, comme par exemple le multitouch. Ouais. Tu vois. Et en fait, dans cet exemple-là, il te dit qu'aujourd'hui, on est en train de créer des solutions IA avec une vision des logiciels et des solutions qu'on a actuellement. On n'utilise pas toutes les fonctionnalités ou les capacités que peut faire l'IA et on n'arrive pas à l'imaginer, si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Est-ce que tu penses que… Je pense plusieurs trucs. Déjà, c'est ce qu'on veut faire sur la collaboration open source, c'est qu'en fait, si on devait réinventer la collaboration à l'ère de l'IA, on ferait les choses complètement différemment. Il ne faut pas s'appuyer sur les outils. Donc, c'est ce qu'on veut faire à terme. Donc, je suis totalement aligné avec ça. Plusieurs trucs. Moi, je l'ai vu dans le dev. Mon cofondateur, il a revu de zéro la façon dont on faisait le front-end et le produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le flow qu'on a pour créer notre produit, coder le front, il est complètement différent d'il y a 6 mois. Il n'a plus rien à voir. On n'a plus les mêmes outils. Je lui ai demandé combien de pourcentage de son code était écrit à la main. Il m'a dit, j'hésite entre 0 et 1%. Il dit parce que peut-être que Samy qui bosse avec moi, de temps en temps, il fait quelque chose en manuel. Avant, on avait Figma. On faisait des maquettes qu'ensuite on intégrait. Maintenant, il fait directement le code. Enfin, il fait directement le front sur une sous-branche, donc en production. Donc moi, je peux y accéder depuis mon ordi. Il m'envoie, je peux y aller même pas en local. Et il change les features sous mes yeux. Et vous savez combien on a eu de bugs front au dernier lancement quand on a fait notre 0. Il a refait toute l'app en 6 semaines, il a refait le produit de l'app avec un changement complètement différent en écrivant 0% de ligne de code, on a eu 0 bug. Je veux dire, est-ce qu'il a tout repensé de zéro, tu vois? Et je pense qu'en fait, et le problème souvent des devs, c'est qu'ils disent oui, alors si on fait avec telle architecture et tel truc, en fait, l'IA me… Non. En fait, la façon dont vous devez coder, la façon dont vous devez architecturer votre code, etc. Et je dis pas, là je parle du front et du product. Il y a des sujets back-end qui sont plus compliqués, mais en effet, il faut tout repenser. Et aujourd'hui, je pense que on peut repenser toutes les expériences qu'on a au quotidien avec de l'IA. Par contre, il faut faire attention, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'IA elle est capable de générer du contenu, mais le coût aujourd'hui, c'est de vérifier l'IA. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'on était très fort, l'IA est très fort à générer des choses, du code, etc. Aujourd'hui, ce qui coûte et ce qui est compliqué, c'est de vérifier. Et il y a des industries où tu peux te permettre d'être juste à 95%. Et là, l'IA, ou à 90%, l'IA défonce tout. Mais quand tu dois être sûr à 100%, c'est un autre problème. Et aujourd'hui, c'est là où on n'a pas encore craqué, c'est comment vérifier le taf de l'IA. C'est pas comment générer, c'est comment vérifier. Du coup, on a révolutionné la façon dont on générait, mais on n'a pas révolutionné la façon dont on vérifiait. Et je pense que c'est un sujet qui va arriver dans le futur. Et c'est pour ça que, par exemple, pour écrire des calls d'email, si sur 100 emails que tu envoies, il y en a 95 qui sont bons, c'est top.
Par contre, si tu fais la sécurité pour des paiements et que sur 95 paiements que t'envoies ils sont safe, mais qu'il y en a 5% qui ne le sont pas, là t'es pas bon du tout. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que le front-end engineering, par exemple, t'as des enjeux, donc le fait de faire ton app en front, il y a des enjeux où tu dis ok, c'est ok, s'il y a un petit bug à un moment, c'est ok, mais si t'as une faille de sécurité où les mecs ils peuvent drainer tes fonds dans le back-end, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'est comme ça que je réfléchis à l'IA. Je pense qu'on peut tout réinventer, que les industries où on a un taux d'accuracy, on peut être à 80, 85, 90%, ça va être un truc de ouf, mais que la vérification est pas encore taclée, et que toutes les industries où il faut 100% de verification, là, l'impact est à mon avis moins fort. Voilà, c'est mon framework. Et tu en parlais aussi, je crois, dans une de tes vidéos où tu parlais de Google. Un peu comment Google était dans le rush et comment ils étaient un peu de... Google, c'est des machines maintenant. Ils étaient en train de repenser ça en fait. Hein. C'est des wartime. Mais en gros, Google, ils ont tout repensé et ils ont dit wartime. C'est-à-dire, on est passé, je vais pas trop en reparler parce que j'ai fait une vidéo dessus, mais on est passé du Clubman à un camp d'entraînement commando, quoi. Parce que les mecs, ils savent que leur business, il est mort dans 3 ans s'ils font pas ce qu'il faut. Et d'ailleurs, moi, j'interroge tous les gens, je leur dis, est-ce que vous pensez que dans 5 ans, votre business, il existera encore? Et si la réponse est non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire quelque chose? Et moi, je comprends pas pourquoi... Enfin, moi, je pense qu'on aura 10, 15, 20, 30% de taux de chômage dans 3 à 5 ans. Et je comprends pas pourquoi les gens, ils sont pas dans les rues en train de manifester. Hein. Il y a la série Foundation où tu vois une IA qui, en fait, est l'équivalent de l'empereur d'Emerzel, qui, en fait, aide l'empereur, mais qui, en fait, on se rend compte qu'elle prend beaucoup de décisions, qui est là depuis 16 000 ans. Et c'est la dernière IA parce que toutes les IA ont été bannies, tu vois. Parce que les humains, à un moment, se sont rendus compte des dangers de l'IA et les ont détruits. Moi, je pense qu'il y a un monde où on va se rendre compte qu'en fait, l'IA, c'est trop dangereux pour l'humanité qu'il faut bannir. Parce qu'en fait, que l'humanité ne fonctionnera plus. Attends. Et le revenu, enfin, je pars un peu loin et je suis pas bon dans le, je suis pas bon dans le futur. Je dis juste que si on continue sur ce trend, et ça, j'en ai parlé avec mon cofondateur, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Bah, je vois mal comment on va pas avoir 10, 15, 20, 30% d'unemployment. Mais ça, j'en ai parlé rapidement dans une vidéo. Donc je vais pas trop détailler. Et c'est ça, et j'en profite parce que ne pas travailler. Finalement, le risque, c'est quoi? C'est de remplacer le travail humain par un travail d'une machine, et que derrière, l'humain n'ait plus de travail pour. Le problème, c'est pas remplacer un travail d'humain, c'est que le travail une machine va faire. C'est pas le revenu finalement, parce que si tu travailles, c'est pour avoir. Ouais, mais le revenu, ça a jamais marché. En fait, le truc, c'est qu'on parle de revenu universel. Ouais. Ça marche pas. C'est juste ça marche pas. Ça marche dans des petites communautés le revenu universel. En fait. Tu vois, moi j'ai un exemple en tête, c'est le prix d'électricité. Il y a un moment, j'ai un boss à moi, il me dit impossible un jour tu puisses consommer d'électricité gratuitement. Aujourd'hui, tu arrives à voir que tu peux, si tu consommes d'électricité, tu peux même être payé à le faire. Parce que parfois, il y a des pics de surplus d'électricité où tu as besoin de dégager cette électricité-là. Et j'imagine un peu la monnaie ou la finance un peu de la même manière. Tu vois, si tu veux faire tourner une économie, il faut que tu puisses injecter de l'argent dans l'économie. Donc le revenu universel, pour moi, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont devenir très très riches très très vite dans les 3 à 5 prochaines années, qui vont capturer toute la valeur et qui vont trouver un moyen pour que les gens vivent dans d'occuper les gens entre leur naissance et leur mort, quoi. Et peut-être que ce sera Et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait TikTok? Ça occupe les gens, hein, 5, 6... Les gens, ça les occupe 5, TikTok ou autre, 5, 6 heures par jour. Tu peux projeter ça, ou si on commence à encourager à donner ça aux enfants. C'était le même principe il y a quelques années. Mais non, la télé c'est beaucoup moins addictif. Ça n'a rien à voir. Comparer la télé et TikTok, c'est quand même comparer le thé à la menthe et la cocaïne. Ouais. Et moi je vois un monde où en fait on occupe les gens avec des réalités virtuelles qui font que les gens ont des shoots de dopamine. On les occupe de leur naissance à leur mort parce qu'on n'a plus rien à en faire. Et de toute façon, le taux de natalité va complètement chuter parce que ces gens-là, faire un enfant, c'est la chose la plus dure que tu puisses faire en tant qu'être humain. Pour moi. Et du coup, c'est sans doute la chose qui rendra le plus heureux. Mais c'est aussi la chose la plus difficile. Et du coup, les gens vont plus faire d'enfants, la population va collapse. Il y a des gens qui auront beaucoup d'argent, qui auront les moyens de production, et plein de gens qui seront occupés à scroller des social media, et entertain all day, tu vois. Et ce monde est déjà en train d'arriver. Il y a des gens qui montent des boîtes à 10 milliards ici en 2 ans, et t'as des jeunes qui passent 5 heures par jour sur TikTok à scroller et qui vont au taf comme ça et qui gagnent pas grand chose. Donc voilà, ça m'a l'air un peu dystopique, mais je pense qu'il y a un monde où ça arrive. Et moi je crois pas à une société où tout le monde est heureux avec un revenu universel et tout le monde s'épanouit.
Je pense que les gens, on va les divertir, on va leur donner on va les divertir et du pain et des jeux. Les jeux, c'est TikTok. Le pain, c'est on donne un revenu universel suffisant pour vivre. Mais ces gens-là, ils passeront à côté de leur vie, ils passeront à côté de leur plein potentiel. Et de toute façon, ça, c'est une réalité. Le pain et des jeux, c'est une réalité qui est vraie depuis l'Antiquité et c'est vrai aujourd'hui. On a remplacé les jeux, on a remplacé le pain. Mais pour moi, TikTok et 1000 balles par mois, enfin TikTok et le RSA, c'est l'équivalent des combats de gladiateurs et du pain dans l'arène, quoi. Et ça, c'est une vérité immuable. Et ça, pour le coup, je suis pas fort pour prédire le futur, mais je suis plutôt un bon historien. Et il y a des choses qui se répètent dans les cycles, et là, on arrive à l'entrée de ce cycle. Je pense qu'il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, parce que les moyens de production font que maintenant, une personne seule peut créer beaucoup plus de richesse qu'avant. Et de l'autre côté, on n'a jamais été autant diverti qu'aujourd'hui. Et je pense que du coup, ça va scinder le monde entre les 0,5%, les 0,1% qui créent beaucoup de value pour eux, et ceux qui sont juste divertis et qu'on occupe, quoi. Voilà. Great one. Bon, salut. Petit problème technique, du coup, on a un tout petit cut, du coup. Mais rien, vraiment des gros professionnels. Mais du coup, non, du coup, j'en profite pour vous demander si vous aimez bien le format. Est-ce que vous aimez bien le format? Est-ce que vous avez des questions que vous avez envie de poser et qu'on se refasse une vidéo avec ce format-là? Donc voilà, si vous êtes chaud, donnez-moi votre avis, et si vous avez des questions en tête, juste vous les mettez en commentaire et on prendra peut-être les 10 qui sont les plus likés. Et s'il y en a qui m'ont l'air un peu épais, c'est un peu compliqué, j'en ferai une vidéo. Voilà. Moi, on va voir quand j'aurai le temps. Donc peut-être que la vidéo vous l'aurez dans 2 mois, mais promis, les 10 premières, on s'en occupera soit avec ce format-là, et si vous n'êtes pas fan de ce format-là, en vidéo, ou si c'est trop compliqué. Voilà, on continue, on enchaîne. Let's go. Moi, j'ai une question pour toi, Greg. Des questions qui viennent de YouTube, hein, je tiens à le préciser. Ouais. Et en fait, voilà, si tu devais avoir entre 20 ans et 30 ans, si tu devais recommencer à partir de 20 ans, maintenant, en 2025, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a comme nouveauté, tout ce qu'il y a comme environnement, tech, etc., tu fais quoi? Alors déjà, ok, si j'avais 20 ans aujourd'hui, donc avec mon niveau que j'avais 20 ans, donc à 20 ans, j'étais en train de faire un master en droit des affaires, je savais pas ce que c'était, je faisais du droit, j'y connaissais rien en entrepreneuriat, je savais pas coder, je parlais pas anglais, vraiment j'étais nul en anglais, etc. En fait, j'ai eu 5 au concours en prépa, pour ceux que ça intéresse, donc j'ai minoré tous les DS d'anglais, donc j'étais vraiment une quiche. Première chose, je me dirais, dans quelle industrie et quel métier j'ai envie de faire. C'est-à-dire, c'est important de choisir une industrie, que vous avez un truc que vous kiffez, genre est-ce que vous avez envie de travailler dans la beauté, dans la santé, dans l'IA, dans les assurances, whatever. Trouvez une industrie qui vous fait kiffer et dites-vous, ok, un truc sur lequel vous êtes prêt à commit les 4 prochaines années, minimum. Moi, généralement, je trouve que la vie, c'est souvent des cycles de 4 ans. Et je vois beaucoup trop de gens qui en fait vont, un truc qui va impacter au moins les 4 prochaines années de leur vie, passent pas assez de temps à y réfléchir. Genre, quelle industrie ils vont bosser, avec qui, dans quelle ville, etc. Donc déjà, choisissez une industrie. Ensuite, choisissez un métier. Est-ce que vous avez envie de faire du content? Est-ce que vous avez envie de faire du growth? Est-ce que vous avez envie de faire des devs, etc. Réfléchissez, testez des choses. Moi, je me donnerai 3 mois pour trouver ça. Et je testerai, et juste j'irai voir un maximum de gens dans ces sujets. C'est-à-dire, j'hésite sur faire de l'assurance. Juste, tu colles DM des mecs, tu leur écris, tu leur dis, hey, j'aimerais bien bosser dans l'assurance, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience. Un mec de 20 ans qui dit qu'il aimerait bien bosser dans ton industrie, qu'il aimerait bien avoir ton retour d'expérience, il y a rien de mieux. Et demander aux gens ce qu'ils vivent, ce qu'ils aiment en ce moment dans leur métier. Et tu fais ça. Donc en fait, si tu choisis assurance, genre de faire de l'IA dans l'assurance par exemple, tu vas parler à des mecs qui font de l'IA dans l'assurance, des mecs qui font de l'IA, des mecs qui font de l'assurance. Et vous donnez 3 mois, et après 3 mois, vous dites ok, c'est ça que je veux faire, et là, go, on se commit. Et tu vois, moi, c'est un truc que j'ai pas pris le temps de faire au début. Tu vois, j'ai pas parlé à des gens dans la tech, qu'est-ce que vous ressentez, comment est-ce que vous vivez, est-ce que vous aimez votre vie, etc. Si j'avais parlé à des fondateurs d'agences et que je leur avais dit qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, demander aux gens ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qu'ils aiment. C'est la meilleure façon de savoir si vous allez aimer un truc, c'est de demander aux gens ce qu'ils vivent en ce moment. Parce que s'ils vous parlent de leur passé, ils vont toujours l'enjoliver. C'est une catastrophe. Demandez aux gens s'ils aiment la prépa. Pendant la prépa, ils vous disent que c'est un enfer. Demandez aux gens 10 ans après s'ils aiment la prépa, ils disent que c'était les 2 meilleures années de leur vie. Donc faites gaffe. Et moi, je ferais ça et je choisirais une industrie et un métier. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, vous avez commencé à vous faire un network. Je créerai une newsletter où tous ces gens que j'ai rencontrés, je leur ferai une update sur où j'en suis en leur envoyant un email tous les mois. Hyper perso, écrit à la main, où je leur dirai voilà les gens que j'ai rencontrés, voilà ce que j'ai appris. Comme ça, vous commencez à leverage, à créer du réseau. Et ensuite, j'essaierai de me trouver des premières missions en freelance. Je me donnerai 1 an pour monter en compétence en disant moi, je suis un expert dans l'assurance et je fais du contenu dans l'assurance. Et du coup, j'irai voir tout le monde en disant je fais du contenu dans l'assurance.
Et j'essaierai de trouver des missions en freelance, travailler gratos, peut-être faire ça tout seul, du contenu dans l'assurance. Si vous faites du contenu, vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin d'être géré par une boîte. Donc ça, c'est 1 an pour faire de l'expérience et continuer à rencontrer des gens. Et après, honnêtement, je prendrai la ville dans le monde où les gens qui sont dans mon métier et où mon industrie sont les meilleurs. Je déménage là-bas. J'essaie de me trouver un taf dans une boîte qui va monter hyper vite. Où je vais me faire défoncer. Là-bas, je fais des trucs de ouf. Genre, c'est un Américain qui sait, je trouve ça ouf. Si vous arrivez dans une boîte et que vous arrivez le mardi matin et que vous repartez le mercredi soir, vous pouvez le faire quand vous avez 20 ans. Vous pouvez bosser 30 heures d'affilée, sans dormir. Un statement, c'est un statement sur le niveau d'engagement que vous avez. Faites ça. Faites-vous remarquer, faites ça pendant 2 ans, apprenez des meilleurs. Et une fois que vous aurez fait, donc ça, ce que je vous propose, c'est un cycle de 3 ans. Et une fois que vous avez fait ça, 3 ans, 3 ans et demi, bon, vous allez forcément avoir des setbacks, des trucs qui vont durer plus ou moins longtemps. Vous aurez fini votre premier cycle. Et là, décidez qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez monter votre boîte? Est-ce que vous voulez changer d'industrie, etc. Mais en 4 ans, vous aurez changé votre vie. Vous aurez rencontré des gens hyper ambitieux. Vous aurez créé tout un network avec votre newsletter. Vous aurez appris une compétence très ciblée dans une industrie très ciblée, ce qui fait que vous aurez une valeur de ouf pour la plupart des gens. Et vous pourrez tout défoncer. Et moi, c'est ce que j'ai pas fait au début. Et c'est ce que je recommanderais à un jeune qui s'y prend aujourd'hui. Et je dis, si tu fais ça à 20 ans, à 24 ans, ta carrière est lancée, c'est un délire. Et ta carrière, après, monte une boîte. Et je trouve que bosser dans une startup, c'est hyper important si tu veux monter une boîte. Moi, c'est un regret que j'ai, mais ça, je pourrais jamais le faire. C'est bosser dans une boîte qui va très vite. En tant que CEO, ça donne quand même des réflexes. Et je pense que j'ai payé très cher le fait de pas avoir passé 1 an ou 1 an et demi dans une startup qui allait très vite, dans une ville très ambitieuse quand j'avais 20 ans. Et je pense que j'ai mis 7 ou 8 ans avant d'arriver à apprendre ce que j'aurais pu apprendre en 1 an et demi. Après, j'ai appris d'autres choses en montant ma boîte, mais. Très intéressant. Moi, je peux te partager aussi ma vision. J'aimerais bien, au final, moi, quand je me dis 20 ans, tu vois, moi, je me dis, quelque part, ton discours, il est hyper quali, hyper straight, mais je te comprendrais pas si j'aurais 20 ans. Parce qu'en fait, déjà, je sais pas c'est quoi l'industrie. Tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans une industrie. Je sais pas comment choisir son industrie vu que je connais pas toutes les industries. Tu parles d'assurance, mais quand j'ai 20 ans, je sais, en fait. Bah, trouvez un truc qui vous fait kiffer. Oui, et allez parler aux gens qui font ça. Vous voulez être influenceur sur YouTube et dans le gaming, tu vois, vous trouvez des streamers, vous avez envie de faire ça. Allez parler à des gens qui font du stream sur YouTube, qui font des jeux vidéo, et allez leur demander ce qu'ils en pensent. Et je peux vous assurer que moi, quand j'ai demandé à des streamers, à une époque, j'ai hésité à devenir streamer jeux vidéo. J'ai demandé à des streamers jeux vidéo ce qu'ils voulaient faire. Tu jouais un peu? Ouais, je jouais beaucoup. Tu jouais à quoi? J'étais très compétitif sur O-Game puis sur League of Legends. Et ben, je peux t'assurer que quand tu demandes à un joueur pro ou à un streamer, tu lui demandes quel est son quotidien, je peux t'assurer que ça m'a pas fait envie, que je l'ai pas fait. Et je regrette absolument pas de pas l'avoir fait. Mais sinon, j'aurais sans doute essayé d'être joueur pro. Mais ça m'intéressait. En fait, joueur pro vraiment, gagner ma vie, etc. Et j'aurais sûrement pas kiffé du tout. Donc faites ça et après, le mec il va vous dire, ah, mais tu pourrais faire ça et tu vas y être prochain proche, tu connais pas toutes les industries. Et pareil, allez demander conseil aux gens. Allez voir des gens et dites-leur, à ton avis, quel taf je pourrais faire de ce que, tu vois, allez voir vos parents, allez voir vos collègues, demandez ça à des gens que vous rencontrez en vacances, allez demander à des inconnus sur Twitter. Et en fait, les gens, ils vont t'aider. Un jeune de 20 ans qui dit, je sais pas quoi faire, voilà ce que j'aime faire, est-ce que tu pourrais m'aider? Mais moi, un mec de 20 ans qui m'écrit, il y a 100% de chances que je le prenne en call et que je lui donne 30 minutes de mon temps. C'est ça le truc, c'est qu'il faut qu'ils comprennent la génération que quand tu as 20 ans, tu as un avantage par rapport aux autres parce que tout le monde a envie de t'aider. Tout le monde a envie de t'aider. Ouais. Tout le monde a envie de t'aider. C'est tellement rewarding. Tu vois, moi j'ai hier là que je vais faire passer sur la chaîne. Le mec, il est ukrainien, il a 20 ans. Alors lui, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait faire du spatial à San Francisco. Le mec, il est là, mais je fais tout pour l'aider, tu vois. Alors je peux pas l'aider sur beaucoup de choses, mais j'ai essayé de lui faire des intros, j'ai investi dans sa boîte, tu vois. Juste que le mec, il a 20 ans. Je me dis, putain, c'est un malade. Mais justement, quand tu as 20 ans, comment tu peux faire savoir aux autres que tu as 20 ans et que tu as des ambitions d'entreprendre, par exemple? Comment tu vas faire atteindre ce message? Parce qu'une fois que non, mais tu écris à un mec, tu dis j'ai envie de monter ma boîte. J'ai vu que tu es un entrepreneur accompli. Est-ce qu'on pourrait en discuter? J'ai 3 questions et tu mets les 3 questions. N'importe quel mec à qui t'écris sur Twitter, n'importe quel mec, le plus haut que tu puisses faire, il y a une chance sur 2 qui te répond. Moi, j'ai vu des gars. Ils documentent tout, ils font du build-in public. T'en penses quoi de ça, par exemple, du build-in public? Bah, build-in public, pour moi, c'est génial parce que vous avez attiré l'attention sur vous. En fait, build-in public, c'est le fait de partager ce que vous faites au jour le jour. Et en fait, il y a un truc qui est ouf, c'est que on se lasse jamais de voir quelqu'un qui commence de zéro et de voir son parcours. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois un jeune qui se lance et qui met ses chiffres, ça m'intéresse. Même si je suis plus du tout aux mêmes étapes que lui. Je lirai pas son contenu,
si le mec est genre, il t'explique comment être fort sur TikTok et que ça m'intéresse pas, je vais pas lire son contenu. Mais s'il m'explique les clients qui signent, etc., j'ai trop envie de regarder, j'ai trop envie de revivre ça. En fait, tout le monde a envie de revivre ça, donc tout le monde va vous suivre. Et en fait, c'est la meilleure façon d'attirer l'attention. Et en fait, au début, de toute façon, vous avez pas vraiment de secret à partager. Vous pouvez dire tout ce qui vous arrive. Honnêtement, quand vous êtes jeune, toutes vos galères, tout le monde est passé par là et juste les gens, ils auront envie de vous aider. Mais c'est bien de partager au monde ce que vous faites. Mais c'est aussi important de contacter des gens en direct pour partager avec eux. Parce que le problème, c'est que si, moi, il y a plein de gens que je vois qui partagent au monde et je vais pas les contacter pour leur demander des conseils. Par contre, si ces gens-là, ils m'écrivaient pour me demander des conseils, je le ferai. Donc, build-in public, c'est bien. Vous pouvez le faire soit sur votre, soit sur un de vos réseaux sociaux, soit par email. Ce que je vous disais, c'est moins build-in public, mais il y a des gens que vous avez rencontrés. C'est-à-dire? Et ce que je dis, c'est en fait, tous les gens que vous rencontrez, vous les mettez dans une newsletter et vous leur envoyez un email avec ce que vous avez appris. Et ça, c'est une sorte de façon, c'est pas un build-in public, c'est c'est vous montrer ce que vous êtes en train de faire aux gens que vous avez rencontrés. Et ça, je trouve que c'est un bon trade-off. Le problème de build-in public, c'est que souvent tu fais ça sur Twitter et en fait t'as pas de vue et du coup tu te décourages. Alors qu'en fait, si t'envoies un email à 30, 40, 50, 100 personnes que t'as rencontrées, avec qui t'as fait des échanges, il y a des grandes chances qu'ils te répondent et qu'ils t'encouragent. T'as parlé de Twitter, pourquoi Twitter en particulier? Twitter, c'est le meilleur endroit pour parler à des gens smart. Ok. Franchement, la plupart des gens smart ont un compte sur Twitter. Et même s'ils publient pas, écrivez-leur, envoyez-leur un message ou taguez-les en leur disant que vous avez envie de les rencontrer. Franchement, quand vous avez 20 ans et que vous avez une demande claire, la plupart des gens, ils vous diront oui. Nice. Et moi, il y a ça qui me revient en tête, tu vois. Par contre, parlez comme des êtres humains. Je vois tellement de jeunes qui sont en mode oui, monsieur Gambato, j'ai vu votre truc, j'aimerais bien solliciter votre avis. Non, parle-moi comme tu parles aux autres gens. Juste évite les fautes d'orthographe. Quand tu écris en français. Quand tu écris en français ou en anglais, ouais. Juste évite tes fautes d'orthographe. Parce qu'il y a des gens, ils t'arrivent, il y a plein de fautes. Et pareil, il y a des gens, ils te disent qu'ils veulent te rencontrer, mais tu sais pas pourquoi. Un mec, il dit, hey Grégoire, j'aimerais bien prendre un café avec toi de 15 minutes, c'est mort. Le mec me dit, hello, j'ai 20 ans, je veux monter une boîte dans l'open source. J'aimerais bien te rencontrer pour que tu me donnes quelques conseils, notamment sur comment commencer et comment trouver mon premier client. Soit je le prends en call, soit je réponds par écrit et je lui envoie une vidéo. Au pire, et je vais répondre, c'est sûr. Et tu dirais quoi aux jeunes qui entreprennent avec l'idée d'être libre? C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie d'avoir de patron, j'ai pas envie d'avoir des horaires bien précis. Comment tu fais Moi, j'ai un truc là-dessus. Ouais, c'est une autre question qui t'est revenue pas mal. J'aime bien la façon dont tu fais. On a l'impression que c'est pas des questions de YouTube, mais bien joué. Il arrive à le faire de façon hyper naturelle. Anis, déjà, il a sa liste de questions YouTube et il te le fait. Mais en gros, moi, j'ai un truc qui m'a choqué. J'ai un pote, il a vendu sa boîte et il a dit après 7 ans, je me sens enfin libre. Donc, il a monté sa boîte. Il l'a vendu et là, il dit, je me sens enfin libre. Voilà, après l'avoir vendu. Et ça me fait tellement mal parce que pour moi, on monte une boîte pour être libre. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui te vendent la liberté. Ils te disent, quand tu vas monter une boîte, tu vas être libre et du coup, montez aussi vous une boîte pour être libre. Mais en fait, c'est des vendeurs de rêves. Tu vois, les infopreneurs, les mecs qui font des formations en ligne et qui disent, vous allez vendre une formation pour devenir, d'autres coachs pour devenir coach. Vendez une formation sur comment vendre, faire de la formation en ligne, etc. et vous allez être libre. La vérité, mec, c'est que si toute ta boîte dépend de ton image perso comme les infopreneurs, t'es pas libre parce que si t'arrêtes, tu fais plus de business. En gros, un infopreneur, c'est un mec qui fait tout le marketing lui-même, qui doit recruter souvent plein de freelances pour l'aider, mais il peut pas dire qu'il l'aide parce que sinon, il peut plus vendre le rêve de je suis infopreneur et je travaille 4 heures par jour. Et tu peux pas revendre ta boîte parce que comme tout dépend de toi, le jour où tu pars, ta boîte elle vaut 0. Donc en fait, être infopreneur, c'est la définition de l'anti-liberté, tu vois, de la prison pour moi. Alors que tu peux monter un business qui dépend pas à 100% de toi, qui fait que quand tu pars en vacances, le business tourne toujours. T'as besoin de prendre toi, moi et de travailler à mi-temps parce que t'as un gosse, le business tourne toujours. Tu peux recruter les gens que tu veux et faire le business que tu veux, parce que t'as le choix des gens que tu recrutes. Alors que quand t'es infopreneur, tu peux pas vraiment dire que tu recrutes des gens et compagnie, donc c'est compliqué. Et c'est ça pour moi être vraiment libre. Il faut pas essayer d'être libre en travaillant le moins possible comme les infopreneurs. Il faut plutôt monter un business qui dépend de vous, mais pas totalement. Ce qui vous permet de prendre des moments pour vous. Et c'est ça la liberté. Et surtout une équipe où vous pouvez recruter les gens que vous voulez et avoir l'ambition que vous voulez. Et c'est ça pour moi la liberté. Moi je suis dans une boîte où tous les gens avec qui je travaille, j'ai envie de bosser avec eux dans 10 ans. Une mission sur laquelle j'ai envie de bosser sur les 10 prochaines années. Des VC qui me disent, faut que tu grandisses, faut que tu ailles vite. Mais c'est des gens qui me challenge et je suis trop content. Et une boîte qui dépend pas à 100% de moi, qui fait que si demain je disparais pendant 6 mois, même si on le souhaite pas, la boîte elle tourne toujours. C'est ça être libre.
On est à l'ère, tu dis que si tu es infopreneur, tu dois mettre une image en avant. Et là, aujourd'hui, on est à l'ère du personal branding, mais aussi de l'ère de la génération d'images. Tu vois, il y a Google qui a lancé, je pense que tu l'as vu, le VO3. C'est en train de bouleverser le monde entier. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce type de technologie, tu peux dire, je peux lancer un business en infopreneur et en même temps, je vais générer mes propres vidéos ou générer mes propres trucs? Ou est-ce que tu as des anecdotes sur VO3? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, et je l'avais dit sur la vidéo LinkedIn, et on le voit avec la vidéo, c'est de plus en plus dur de faire du contenu authentique qui ne peut pas être copié par l'IA. C'est-à-dire que le contenu moyen, pas très authentique, un peu chaloupé, tu sais, où les gens ils sont un peu standard, conformiste. C'était à l'écrit, demain ce sera en vidéo, ça peut être fait par l'IA. Et du coup, vous avez aucune chance face à l'IA sur du contenu conformiste. Du coup, vous devez accepter d'être singulier. Parce que votre singularité, c'est le seul truc qui est vraiment difficile à copier à l'ère de l'IA, tu vois. Que ce soit sur votre style, la façon dont vous écrivez. Tu vois, par exemple, Thibault Louis, je peux te dire ces contenus qui sont pas générés par IA, tu vois. Parce que je vois instantanément que c'est son style d'écriture. Et je cherche la singularité maintenant. Et je pense qu'à l'ère où le contenu va être 100 fois plus facile à produire, ce que les gens vont chercher, avant, on cherchait du contenu. Ouais. On disait, je veux tel contenu sur telle niche, et vous trouviez un mec qui faisait du contenu, vous étiez content, parce qu'il y avait une énorme barrière à l'entrée au fait juste d'écrire, au fait de tourner les vidéos. Et ça, je pense que cette barrière à l'entrée, elle est en train de chuter. Du coup, maintenant, on cherche plus du contenu qui nous va, on cherche du contenu qui est singulier dans lequel on se retrouve. Et je pense que jusqu'à maintenant, on pouvait réussir en étant conformiste sur les réseaux sociaux. Et je pense que maintenant, il y a une vraie éloge de la singularité, et que vous devez être le plus singulier possible. Et qu'en étant singulier, en faisant quelque chose qui vraiment vous ressemble à vous, qui vous êtes profondément, et que ça sent dans votre contenu, vous allez continuer à pouvoir vous battre face à du contenu généré. Parce que la vérité, c'est que... Mais tu génères aussi ton propre contenu singulier, je veux dire. Ouais, mais moi, je trouve que quand je génère mon propre contenu singulier avec des prompts, je suis obligé de vraiment repasser dessus pour ce soit moi. Mais c'est normal parce que l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le contenu de centaines de millions de personnes, tu lui fais un prompt bien particulier, elle te sort un truc avec un ton. Mais toi, c'est jamais exactement ça. Et je pense que les gens le sentent. Quand c'est vraiment toi dans une vidéo, quand c'est vraiment toi dans un texte, et c'est dur d'être singulier. C'est dur parce que toute notre vie, on nous a dit qu'il fallait être conformiste. Quand tu vas à l'école, on te dit, fais ces questions-là. T'as les mêmes questions que tout le monde. On te dit pas, tu vois, on te dit pas, choisis ton style, choisis tes questions, choisis tes matières, tu vois. Donc depuis qu'on est petit, on nous dit fit in. Et aujourd'hui, l'IA nous dit soyez singulier. Et du coup, ce que je dis aux gens, c'est soyez singulier au maximum et laissez exprimer votre singularité. Et je pense que c'est le seul moyen aujourd'hui en termes de créateur de contenu de gagner. Et de continuer à gagner. Et je pense que... Et moi, je suis impatient de voir du contenu singulier un peu moins clickbait, tu vois. De voir des gens tels qu'ils sont vraiment avec leurs doutes, etc. Voilà, c'est mon take. Et je dis pas qu'un jour l'IA sera même pas elle-même capable de faire du contenu d'une telle singularité qu'en fait les humains auront plus leur place, tu vois. Mais en tout cas, je pense que si vous faites ça, vous avez encore quelques années devant vous, quoi. En tout cas, j'espère. Et c'est pour ça que je fais ce contenu, j'ai mon style. Oui. Tu vois, on est à San Francisco. Ça, c'est pas un truc. Tu peux pas générer discussion assez rétente entre deux founders. Et d'ailleurs, je finirai. Tu peux le faire, le pire. Oui, tu peux le faire, mais ce sera pas du tout la même conversation. Il y aura pas le même style. Ouais. Même si tu promptes, ça marchera pas. Ouais. Et je finirai là-dessus parce que j'ai un meeting. Faut que j'y aille. J'ai essayé de faire générer des nouvelles idées à ChatGPT. Okay. Avec les modèles O3 et tout. J'ai vraiment essayé. J'ai croisé des modèles. J'ai vraiment essayé très dur et j'ai pas réussi. Et en fait, avoir des idées qui sont fondamentalement nouvelles, qui ne sont pas la dérivée d'autres idées que tu trouves sur Internet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'IA est très forte à faire de la complétion, à dire, bah voilà ta phrase, voilà comment je la finirai. Mais pour faire des idées fondamentalement nouvelles et avoir un ton fondamentalement singulier, c'est des choses qui pour moi sont aujourd'hui encore très humaines et qui sont impossibles à reproduire par de l'IA et c'est comme ça que vous devez apporter de la value. Et concentrez-vous sur avoir des nouvelles idées qui sont neuves, qu'on n'a jamais vues nulle part. Chose que, à mon avis, seul le cerveau humain et son côté chaotique peut créer, tu vois. Et en étant vous-même, et c'est là, je pense, que vous pouvez faire des trucs de ouf. Mais les gens qui font du contenu un peu bateau sur comment devenir entrepreneur, tu vois, le contenu de je vous explique le playbook pour créer un bon Shopify, en essayant de se la jouer un peu à l'américaine, tu vois. C'est du vu, c'est du revu, et il y a 5 ans, ça pouvait marcher, aujourd'hui, c'est juste de la merde, quoi. Et faites attention parce qu'il y a plein de gens qui ont déjà réussi à créer une audience. Et du coup, ces gens-là, comme ils ont attaché leur audience pendant encore quelques années, ils vont arriver à attirer l'attention. Parce qu'on les connaîtra. Mais en fait, ces mecs-là, s'ils commençaient aujourd'hui, ils auraient aucune chance.
Et donc, imitez pas ces mecs. Et votre propre style. Voilà, bon, donc je dois y aller. Ça m'intéresse d'avoir votre avis tous. Je vous l'ai dit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous aimez bien ce format? Si vous trouvez ça cool, bah, on le refait avec Anis. Si vous trouvez ça cool, on le refait avec Anis. Et si vous préférez les vidéos, bah, vous me dites. En tout cas, voilà, j'ai un temps limité. Désolé si je suis pas régulier. Je fais ce que je peux. Des bisous. Merci Anis. Merci à toi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais une énorme paire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais si t'avais vraiment, genre, la détermination? Bah, t'irais à San Francisco. Non, mais non, la télé, c'est beaucoup moins addictif. Ça n'a rien à voir. Comparer la télé et TikTok, c'est comme comparer le thé à la menthe et la cocaïne. Et depuis que j'ai fait ça... Attends, tu débites. Greg, tu veux viens trop de vite sortir 3 dingueries là d'un coup. Et là, la dernière, t'as dit que t'as rencontré un russe. Non, je me suis battu contre un russe de 2 mètres en boxe taille, en combat de boxe taille en Thaïlande dans un bar qui organisait des combats de boxe taille amateurs.